Alors notre avis a été travaillé par une vingtaine de personnes, des agriculteurs, des non-agriculteurs et notamment des environnementalistes. Il faut que vous compreniez que dans notre métier et à Bruxelles, si on a du verdissement, c'est aussi parce qu'on est pollué dans toutes nos réunions par un groupe d'environnementalistes très présents, très jusqu'au-boutistes, très organisés et avec des moyens, et notamment pas seulement des moyens de personnalité individuelle, d'adhérents, mais aussi des moyens donnés par l'Union européenne. Malgré tout, notre avis a été largement adopté. Il y a eu 2 votes contre et 8 abstentions. Dans les contre et les abstentions, c'est principalement les environnementalistes qui, malgré qu'on ait pris en compte bon nombre de leurs remarques, n'ont pas voulu le voter et nous ont pas mal ennuyés. Pour nous, on pense que l'agriculture est confrontée à différents défis. Le défi de la sécurité alimentaire. Et sur ce défi de la sécurité alimentaire, vous rappelez 9 milliards d'habitants en 2050 et des habitants qui veulent manger de plus en plus de produits animaux. Donc une obligation d'augmenter de 70% la production agricole, végétale, notamment pour sortir ces produits animaux. C'est un défi de quantité fondamental à avoir. Je le dis, dans un pays où depuis 15 ans, on produit moins de cochons, on ne produit pas beaucoup plus de lait, où en céréales, on a une partie de nos rendements qui plafonnent, et où dans cette région, pour constituer des réserves, pour gérer l'eau, on a beaucoup de mal à en faire, alors qu'il y a un vrai défi, et notamment, je le répéterai plusieurs fois, un commerce mondial des produits agroalimentaires qui augmente de 3% en volume tous les ans, et pour lequel la France, qui avait une grande place hier, la 2e place au niveau mondial, est aujourd'hui à la 6e place en 15 ans, une forte régression de notre part. Donc il y a un défi de quantité et il y a un défi de qualité. On a parlé de produits biologiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a globalement une grande dichotomie entre la société qui a très peur de nos façons de produire et d'attentes que les journalistes relayent plus ou moins bien, d'attentes totalement déraisonnables sur les façons avec lesquelles on devrait produire. Un défi, et suite à ce défi de la sécurité alimentaire, on a le défi du développement durable avec le défi économique. On a tous parlé, et vous parlez tous, de volatilité des prix, même si cette année, on a peu de volatilité des prix, on a plutôt quand même une stabilité, mais une stabilité à un très mauvais niveau, qui fait que personne n'est heureux. Et puis des revenus qui, pour une partie des agriculteurs, et dans ma région, j'ai vraiment cette dichotomie, une partie des agriculteurs qui vraiment ne gagnent pas leur vie, et une autre qui la gagne très bien malgré tout, sur quelques productions. Donc, variation des volumes, ça c'est un élément important, de plus en plus vrai, notamment à cause de l'aspect climatique, variation, changement dans les volumes, et aussi à cause des techniques de production. L'ensemble des produits phytosanitaires qu'on nous retire régulièrement et qu'on nous remplace plus ou moins bien, ou qu'on ne nous remplace pas, nous pose des problèmes pour tenir quelquefois aussi les volumes. Les problèmes sanitaires, la mondialisation avec toutes ces bonheurs de voyager nous permet de diffuser à travers le monde et de recevoir de tout le monde tous les insectes, tous les parasites dont on n'a pas besoin pour nos cultures et pour nos élevages, qui nous posent aussi de vrais problèmes de régularité de leur rendement. La variation des prix, c'est quelque chose dont on aura beaucoup de mal à lutter. Néanmoins, il y a un outil
que l'on doit développer ici en France, c'est l'épargne de précaution. Yves Madre en parlera peut-être dans son propos juste après, mais il n'y a pas de miracle. Autant hier, nos excédents de revenus, on les investissait dans du matériel qu'on amortissait rapidement pour se créer une charge artificielle et on revendait derrière en faisant une plus-value. Et c'était notre façon d'échapper à l'impôt et aux cotisations sociales. Demain, ça sera de moins en moins vrai. Et la vraie solution, c'est vraiment de sortir et de prendre de gérer différemment nos entreprises, sortir de l'argent de l'exploitation pour le réintégrer au bon moment et bénéficier au moment de la sortie et de la réintégration d'abattements importants sur cet argent et qu'il ne soit pas fiscalisé. Ça fait vraiment partie des changements qu'on a réussi à faire passer dans la tête du gouvernement actuel, qui n'a pas pu le mettre en œuvre, mais sans doute que le gouvernement futur le fera beaucoup mieux. Autour de ça, il y a l'incertitude du commerce international. Alors le commerce international, je vous ai dit que c'est une grande chance en termes de croissance. La crise que l'on connaît quand même depuis 2 ans et demi, c'est une crise du commerce international, puisque c'est un petit marché, le marché russe, qui s'est fermé, un marché de 5 milliards d'euros pour l'Union européenne, qui s'est fermé et qui derrière a entraîné toutes les chutes qu'on a pu connaître dans les différents secteurs. À comparer, si par malheur le marché britannique se fermait totalement à l'agriculture européenne, c'est un marché de 35 milliards d'euros pour l'agroalimentaire européen. Voilà, donc cette fois, l'importance du marché russe. Autre point important, autre défi, le déplacement du pouvoir de la négociation dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Aujourd'hui, vous savez que toute la concentration qu'on a en aval avec 4 centrales d'achat en France, maintenant que 4 de ces centrales se sont regroupées en 2 seules centrales, on n'a plus que 4 centrales, ça nous pose une vraie difficulté. Autour de ça, et notamment là je vais sortir légèrement de mon texte CESE et prendre une position française, dans mon organisation, nous développons l'idée d'avoir une négociation antérieure à la négociation qui existe avec la grande distribution au mois de janvier ou au mois de février, suivant les produits, et d'avoir donc à la fin de l'automne ou en hiver une négociation sur les prix et les conditions de livraison pour l'année qui suit, avant que les industriels aillent négocier avec la grande distribution. Voilà. C'est remettre les choses qui nous permettent, de façon à ce que nous ayons un petit peu de pouvoir dans cette négociation. Au jour d'aujourd'hui, on est vraiment les dindons de la farce et on n'a que les miettes de la négociation qu'il peut y avoir entre les industriels de l'aval et la grande distribution. Défi social, il y a des attentes des consommateurs. Et il y a le développement rural équilibré. Autour de ça, j'ai mis 4 mots. Le problème de la concurrence, le problème de la recherche, de l'emploi et du commerce. Je vais passer au niveau environnemental, le changement climatique, le défi énergétique. Autour de ça, une ambition de l'Europe d'avoir 27% d'énergie renouvelable en 2030. Ça veut dire, alors qu'il y a un objectif de 15% en 2020 au jour d'aujourd'hui, et que les biocarburants, par exemple, ne représentent qu'en France, un des meilleurs élèves de l'Union européenne, 7% de nos consommations de carburant liquide au jour d'aujourd'hui. Donc il y a une ambition extraordinaire de l'Union européenne, mais qui n'accompagne pas forcément le monde agricole au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose à saisir. Et puis, sur le changement climatique, il y a l'ambition de séquestrer du carbone, qui est l'ambition 4 pour 1000 que le gouvernement a lancée
et qu'on soutient avec grand plaisir, sans avoir pour autant de compensation économique, notamment pour fixer ce carbone au sol. Voilà. Et puis, sur le défi du changement climatique, tout le changement climatique que l'on connaît tous aujourd'hui avec nos excès de gel, de chaleur, de sec, de périodes humides, fait qu'il faut à tout prix changer nos pratiques et essayer de stocker l'eau quand on peut le faire, notamment, ou de trouver des systèmes assurantiels qui nous permettent de passer ces périodes de crise. L'agriculture est une question européenne. L'objectif de la politique agricole commune du traité de Rome sont toujours valables. Hein, les objectifs, notamment que les agriculteurs aient un revenu décent. Si les agriculteurs ont un revenu décent, ils pourront travailler avec leur négoce, qui pourra gagner sa vie aussi. Mais si les agriculteurs ne gagnent pas leur vie, il est évident que tous ceux qui sont en amont auront du mal à gagner leur vie avec ce maillon de la chaîne malade. Sur la préparation de la prochaine réforme de la PAC, il faut prendre du temps. La dernière réforme qui vient d'être mise en œuvre, la négociation a commencé en 2010. Elle s'est achevée difficilement et elle n'est encore pas achevée aujourd'hui. Les trilogues, et vous avez entendu parler des trilogues, où vous avez d'un côté la Commission européenne, de l'autre côté le Parlement européen, de l'autre côté le Conseil des ministres, continue notamment à faire débat. Aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui met en œuvre les solutions des trilogues. Et sur quelque chose qu'on connaît bien ici, les SIE, l'envie de la Commission de supprimer les produits phytosanitaires sur les SIE, c'est une interprétation de la Commission européenne. Et il n'y a pas de retour du Parlement sur ce dossier-là. Il n'y a plus de retour avec le Conseil des ministres et il y a une position toujours dominante de la Commission européenne là-dessus. Voilà. Et je vous dis, si on est en difficulté sur ce dossier-là, ce n'est pas de la faute du lobby agricole, c'est de la faute du lobby environnementaliste qui est vraiment opposé et qui utilise au maximum son implantation à Bruxelles pour faire passer ça auprès des gens de la Commission qui ont peu de choses qui n'ont pas à rendre compte sur le terrain comme n'importe quel élu, et notamment pas à rendre compte vis-à-vis des agriculteurs. Subsidiarité et valeur ajoutée européenne, autour de ça, c'est quelque chose que l'on défend et qu'on a réussi à mettre un petit peu dans ce texte, c'est que nous avons fait converger les aides de la PAC, on les a fait converger autour d'hectares, ici dans l'Union européenne. Pendant qu'on fait converger ça, comprenez ou rappelez-vous que l'on fait diverger les coûts de production chez nos collègues. Quand on a un coût à 13 € de l'heure en France, toute charge, congés payés compris, au minimum, il est effectivement d'un peu plus de 20 € au Danemark, mais c'est le seul pays qui est plus cher que nous. Il reste de 3 € en Roumanie, de 6,50 € en Espagne, de 8 € en Italie, de 8,50 € en Allemagne. Et ça, c'est une concurrence totalement déloyale qui nous pénalise terriblement. Et autant, quand la France était dans une certaine croissance, un certain dynamisme, on pouvait se permettre d'avoir des coûts de production bien plus élevés que les autres. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui remet vraiment en cause le projet européen et qu'on a essayé de souligner aussi dans ce rapport. Donc, travailler sur la divergence des coûts, essayer plutôt de les faire converger. Les orientations fondamentales qu'on a développé dans ce rapport. Le rapport, il est facile à lire, c'est 12 pages. Ce n'est pas des trucs de 1000 pages, comme on peut le voir, ou de 50 pages. C'est 12 pages dans lesquelles on essaye d'être concis sur ce qu'on veut. Gestion des risques et des crises dans le marché agricole. Par rapport à la volatilité, j'en ai parlé tout à l'heure. Le problème sanitaire, j'en ai parlé. Sur la transparence du marché,
on connaît toujours mal le niveau de production chez les uns et chez les autres dans l'Union européenne. On connaît toujours mal les prix payés réellement chez les différents producteurs de l'Union européenne. C'est quelque chose qui ne nous aide pas à gérer les marchés. Une politique d'assurance. Aujourd'hui, la France a développé un système un petit peu d'assurance climatique notamment, mais qui ne rencontre pas le succès qu'il faut auprès des agriculteurs et qui est même plutôt en train d'être délaissé, puisque vous savez qu'il se déclenche à partir de 30% de pertes par rapport à des années de référence. Notre ambition, et notamment dans un dossier qui devrait passer au Parlement ce mois-ci, Yves Mal le dira mieux demain, aujourd'hui, le dossier Omnibus, c'est d'obtenir que ça se déclenche à 20%. Et donc, beaucoup d'agriculteurs se disent ça vaut le coup. Vous avez vu que l'année dernière, notamment dans la partie la plus nord de votre région, des gens qui étaient à 25, plus de 25% de pertes par rapport au rendement de référence n'étaient pas éligibles à l'assurance. Bon, c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment changer. Et c'était une surtransposition européenne de règles de l'OMC. Donc on espère arriver à 20%. Recherche, innovation, ça a été très bien montré par les deux intervenants précédents, tout l'intérêt qu'il y avait autour de ça, mais ça reste que malgré tout difficile à parler au grand public. La façon dont vous en avez parlé est une façon très, très positive. Il faudrait que ça passe les télématins plutôt qu'Agriconomie, comme on a pu le voir ce matin sur Télématin, qui n'est peut-être pas la meilleure façon des choses pour développer une agriculture durable et des relations durables et des gens ouverts et du conseil régulier auprès de chez soi. Système de conseil, ça fait partie des ambitions de tout le monde. Fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, concentration navale, j'en ai parlé. Sur la chaîne d'approvisionnement, on a aussi un mot sur la concurrence dans notre rapport. La concurrence et les règles de la concurrence sont compliquées dans notre pays, même si les règles de concurrence sont d'obédience européenne. Mais l'interprétation est nationale. Comment, chez nous, on crée quelquefois des monopoles, quelquefois c'est accepté, quelquefois c'est pas accepté. Je vais parler d'un monopole qui est cher à mon organisation, c'est le groupe Avril, qui n'est pas un monopole, mais qui avec 70% de la collecte dans son secteur est quelqu'un qui permet quand même d'avoir 35 € de plus que la diversité allemande à la tonne de colza. C'est quand même quelque chose de positif qui a été une vraie réalité pour les agriculteurs. C'est validé dans ce cas-là. Quand on essaye de faire la même chose dans d'autres cas, ou quand on essaye de s'entendre, et on note, notamment pendant des années, la France a su donner des orientations en termes de politique laitière et s'orienter en la matière. On a été rattrapé par la Direction générale de la concurrence en France en disant qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Quand on est au Danemark, qu'on n'a qu'une seule coopérative qui vous collecte le lait, personne ne pose de problème. Quand on a la même chose aux Pays-Bas, personne ne pose de problème. Quand en Belgique, on a aussi la même chose dans le secteur des fruits et légumes, personne ne pose de problème, mais il n'y a que chez nous, où dès que l'amont producteur pourrait avoir un peu trop de pouvoir, on casse ça. Ça fait partie des choses qu'il faut à tout prix changer dans le système d'aujourd'hui ou dans la chaîne d'approvisionnement. La grande distribution a vraiment trop de pouvoir. Sur le commerce international, donc je vous ai parlé de l'importance des 3% de croissance. Et je reprendrai ce qui a été dit aussi dans les films par les différents intervenants. C'est les problèmes d'import. L'import ne respecte en rien nos règles, y compris à l'intérieur de l'Union européenne et y compris dans le dossier cerise où l'interdiction du diméthoate, qui est une excellente initiative du ministre pour son image de marque, mais qui lui a pas permis de récolter plus de 6,5% lors des élections la semaine dernière, malgré cet acte de démagogie qu'il a fait pour le monde agricole. Donc on n'arrive pas à respecter ça à l'intérieur de l'Union et vis-à-vis des importations venant de l'extérieur, on n'arrive pas à les respecter. Ça fait partie des choses qu'on a mis dans le rapport, qu'on voulait changer aussi.
Je continuerai rapidement sur l'importance budgétaire. Aujourd'hui, le budget de la PAC, c'est 38% du budget de l'Union européenne. On était, il y a quelques années, une quinzaine d'années, à 60% du budget qui était consacré à la PAC. En valeur, c'est à peu près toujours la même chose. Mais seulement 0,4% des dépenses publiques de l'ensemble du PIB européen, donc 0,4%, 38% du budget de l'Union. C'est quelque chose qu'il faut, je vais quand même militer pour l'augmentation, puisqu'on l'a mis dans le corps du texte, on a réussi à mettre, qu'on réclamait une augmentation, on n'a pas réussi à le passer dans les conclusions, parce qu'on nous a dit que c'était quand même poussé un peu trop loin. Mais quand on a une ambition climatique, quand on a une ambition environnementale forte, quand on veut figer quelquefois l'agriculture dans telle ou telle région, bah, il faut quand même se doter d'un petit peu de moyens. On ne peut pas demander à l'agriculture tout et n'importe quoi. Quand en Chine, quand en Inde, quand aux États-Unis, pendant la même période, les budgets ont été en augmentation de 40 à 60% pour leur politique agricole. Je vous laisse conclure. Et sur la simplification, je finirai en essayant de demander une vision à long terme de la PAC. On a essayé de faire passer l'idée d'un budget pour 10 ans qui apporterait de la stabilité à tout le monde en termes budgétaires. Ça n'a pas pu être repris dans nos conclusions, et notamment par les environnementalistes qui ne veulent pas d'engagement à trop long terme, alors qu'ils nous demandent quand même d'avoir des pratiques durables, mais ils ne veulent pas de budget durable pour notre secteur. Et globalement, je vous dirais ce que disait Xavier Belin il y a 2 mois, la dernière fois qu'il est venu au COPA, dans notre organisation européenne, c'est il va falloir savoir raconter une histoire aux Européens, une histoire qui fait envie à la société européenne sur la place de l'agriculture qu'elle veut sur ce continent, sur la place de l'agriculture, des agriculteurs, et faire en sorte que cette place donne aussi envie aux agriculteurs de semer, d'élever, de croiser leurs animaux, parce que c'est comme ça qu'on fait de la valeur pour un pays, et c'est comme ça que tout le monde peut gagner sa vie. Je vous remercie.